Jean-Louis, avant de parler de l'Australie, nous allons parler du Grand Prix de Bahreïn. Il a été annulé, alors a-t-on une chance de le voir revenir au calendrier? Alors déjà, Géraldine, moi je ne suis pas un prédicateur dans l'économie, le social ou la religion du royaume de Bahreïn. Ce que je peux dire, c'est qu'un Grand Prix à transposer sur l'échiquier du calendrier, c'est très complexe. Parce qu'il y a naturellement tout ce qui est ticket, publicité, mais en même temps réservation d'avion, réservation d'hôtel, fret, parce que les équipes de Formule 1 ont un énorme fret là-bas, on n'y va pas en camion, donc il faut prévoir les cargos, il faut prévoir les bateaux, car beaucoup de fret de Formule 1, on ne le sait pas, voyagent par bateau tout autour du monde. Et donc c'est compliqué. Alors je sais que Bernie Ecclestone et le royaume de Bahreïn aussi voudraient bien qu'on remette ce Grand Prix plus tard. Je vous rappelle tout de même que la saison s'achève le 27 novembre. C'est déjà très loin. On s'acheminait vers des fins de saison en octobre. Là, mi-novembre, puis là, on est à fin novembre. Je ne vois vraiment pas comment on va pouvoir faire. Mais il est probable que toute la volonté sera faite, donnée à la restauration de ce Grand Prix. Mais moi, je n'y crois pas beaucoup parce qu'en plus, dans l'histoire de la Formule 1, ça a toujours été très difficile de remettre des Grands Prix. Le Grand Prix d'Australie, Jean-Louis, va avoir une allure de répétition générale. Finalement, c'est pas très dérangeant puisque le tracé manque un peu de piment, on va dire. Non, ce n'est pas très dérangeant. Je dis tout de suite que ce tracé, même s'il n'est pas intéressant, se prête toujours à des courses très animées. Ça, c'est vrai. Mais on ne pourra pas dire qu'une bonne voiture qui gagne à Melbourne va dominer tout le reste de la saison. Là-dessus, on devra attendre un circuit plus significatif. Pourquoi pas la Malaisie, par exemple, ou pourquoi pas plus tard Barcelone en Europe. Ça, c'est vrai. La deuxième raison qui fait qu'on n'est pas très enclin à aller à Melbourne maintenant, c'est que l'Australie se trouve moins accueillante qu'auparavant, pour des raisons que j'ignore totalement, et plus à cheval sur des tas de petits principes. Je rappelle l'histoire de Lewis Hamilton, qui a passé sa nuit au poste parce qu'il avait fait un demi-tête à queue, donc je trouve que c'est un peu trop. Donc finalement, on part en Australie, mais en plus, on n'est pas vraiment sûr d'y retourner longtemps, parce que Bernie Ecclestone veut absolument que ce Grand Prix ait lieu de nuit, comme ces Grands Prix très lointains, et la ville de Melbourne s'y refuse. Donc pour l'instant, on est un petit peu en stand-by, et ce sera le point faible de ce Grand Prix. En revanche, on ouvre la saison, et donc ça, toutes les équipes seront contentes de se retrouver, le monde de la F1 sera content de se retrouver, et ça, en revanche, c'est plutôt très sympa. Alors il y en a un autre qu'on va retrouver, c'est Pirelli qui fait son grand retour en Formule 1. Quel type de gomme le manufacturier va-t-il proposer aux écuries? Alors Pirelli a décidé, en accord avec les équipes de Formule 1, d'utiliser les gommes les plus dures et les plus dures parmi les tendres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut s'attendre à beaucoup d'arrêts de changement de pneus parce que toutes les équipes, à l'unanimité, les équipes de F1 et Bernie Ecclestone, ont demandé à Pirelli de faire des pneus qui se dégradaient un peu plus que les Bridgestone. Les Bridgestone, vous vous rappelez de l'histoire, par exemple, d'Abu Dhabi. Ils s'arrêtent au deuxième tour et les pilotes font après le reste de la course sans s'arrêter à nouveau. Donc des pneus qui se dégradaient un peu plus, et probablement que Pirelli a fait des pneus qui se dégradent un peu trop. Et en l'occurrence, on va avoir des arrêts plutôt nombreux. Certes, Pirelli va corriger le tir, mais pour l'instant, pour les 4-5 premiers Grands Prix de la saison, ça va être plus difficile. Donc il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à des stratégies très différentes de ce qu'on a vu par le passé. Et en l'occurrence, ça peut être amusant. Arrêt du F-Duck, retour du SREC et d'un aileron arrière réglable. Jean-Louis, est-ce que à votre avis ce sont des atouts sur le circuit d'Australie, qui est un circuit qui demande pas mal d'appui aérodynamique et de performance? Oui, absolument. Il va falloir s'occuper de cet aileron arrière réglable pour les secteurs les plus rectilignes. Alors je rappelle quand même la réglementation pour cet aileron arrière. C'est un petit peu une usine à gaz. Premièrement, les pilotes utilisent cet aileron arrière pour les 3 séances d'essai libre et les qualifications comme ils le souhaitent. Dimanche, pour la course, c'est interdit. On ne peut pas toucher à cet aileron, sauf un pilote qui en suit un autre, à moins d'une seconde, et à ce moment-là, la FIA lui donnera l'autorisation d'utiliser cet aileron, de l'abaisser un petit peu, d'obtenir une meilleure vitesse de pointe pour tenter un dépassement. Mais attention, ça sera dans des zones très très précises. Par exemple, la ligne droite des stands, on peut dire cela comme ça. Mais ce seront des zones délimitées par la FIA, et nous le saurons probablement à la veille du Grand Prix. Voilà, on pourra dépasser à tel et tel endroit avec l'aileron arrière réglable. Sinon, on fait sa course comme on veut, on peut dépasser partout. Mais c'est un petit peu compliqué et je m'attends à des balbutiements
sur ce plan-là, dans le domaine de la réglementation de la course et du déroulement de la course. Alors, est-ce que les écuries l'ont un peu testé lors des essais? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que on peut faire un petit bilan de ces essais rapidement? Ça marche bien cet aileron parce que toutes les équipes l'ont essayé. Vous appuyez sur un bouton, il se débraque. Vous appuyez sur le bouton, il se rehausse. Et de toute façon, si vous l'avez débraqué et que vous touchez la pédale de frein, automatiquement, il se relève. Donc ça, c'est clair. Toutes les écuries l'ont essayé. Et je le répète, c'est dans l'utilisation le dimanche de la course de cet aileron que ça paraît beaucoup plus compliqué. Jean-Louis, est-ce qu'on peut tirer quelques conclusions par rapport aux essais qui se sont déroulés précédemment en Espagne? Est-ce que vous avez quelques pronostics, quelques écuries favorites pour le moment? C'est très difficile généralement, mais tout de même, à la lumière de ces 4 séances d'essais hivernales, on peut dire qu'il y a 2 équipes qui se détachent. Red Bull Renault, ça on est obligé de la mentionner parce que la voiture a été au niveau le plus haut pratiquement tout le temps. Je mettrai pas tout à fait à côté, un tout petit peu derrière, la Scuderia Ferrari, qui a été aussi excellente dans ce domaine, que ce soit avec Alonso et Massa. Derrière, il y a 2 écuries intéressantes. Il y a Renault, je l'appelle comme ça pour l'instant, puisqu'on ne sait pas encore quel sera son nom vraiment, la Renault R31, appelons-la comme ça, qui est avec ses échappements qui débouchent à l'entrée des pontons, est extrêmement intéressante et a fait des belles performances, ça c'est bien, malgré des petits problèmes de fiabilité. Il y a Mercedes qui a fait un bond en avant très net à la dernière séance en apportant de nouveaux éléments très compétitifs. Et dans ce concert, eh bien, ceux qui manquent, c'est ceux de McLaren-Mercedes. Les Hamilton et Button ne se voient pas pour l'instant se battre pour la victoire ou pour le titre mondial. Mais attention, comme dit Ferrari et comme dit Red Bull, ne jamais enterrer McLaren. Ils ont des capacités de réaction extrêmement fortes et je pense qu'ils travaillent déjà aux évolutions de la voiture pour rétablir le niveau traditionnel de McLaren qui est le plus haut.